France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Simon Le Baron. Bonsoir à tous. Dimanche prochain, à la même heure, dans ce même studio, nous vous annoncerons les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Et vous êtes encore à une semaine du jour J, nombreux, très nombreux à vous demander « Mais pour qui vais-je voter ?» Et même pour certains, vais-je voter? L'invité des informés de France Info ce soir prédit une grosse surprise. Candidat de l'Union populaire républicaine, il affirme être porté comme Jean-Luc Mélenchon par une vraie dynamique, même si les sondages, auxquels d'ailleurs il ne croit pas, le créditent de 0% des intentions de vote. Bonsoir François Asselineau. Oui, bonsoir. Pour débattre avec vous de cette campagne plus indécise, sans doute que jamais, Alexandra Schwarzbrod. Bonsoir. Bonsoir. Directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bonsoir Guillaume Goubert. Bonsoir. Directeur du journal La Croix. Et Yves Deray. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du Parisien Magazine. Vous nous expliquerez aussi, François Asselineau, dans cette émission, comment vous comptez mettre en œuvre la mesure phare de votre programme, le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Bienvenue dans les informés de France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. Un électeur sur 3 hésite encore entre plusieurs candidats. Voilà le résultat du dernier sondage Odoxa pour France Info que nous avons publié vendredi. 32%, c'est une incertitude record à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. François Asselineau, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute des candidats qui n'arrivent pas à convaincre? Je pense qu'il y a deux problèmes de fond. Le premier, c'est qu'il n'y a pas eu de débat de fond sur les sujets les plus fondamentaux. Sur l'euro, par exemple, il n'y a pas de débat. Avant de venir, j'entendais sur votre antenne, vous avez fait débattre deux économistes qui étaient d'accord, l'un et l'autre, pour dire que sortir de l'euro serait une catastrophe. Je dis le contraire. Je dis que l'euro... On vous entend, vous étiez là je dis que l'euro mardi soir, dans ce même studio, mardi matin, dans ce même studio, avec Jean-Michel Apathy à 8h30. Oui, mais ça n'est pas normal que l'on fasse débattre dans une émission où l'on fait venir des prétendus experts, que l'on fasse venir deux experts qui disent la même chose, en définitive. Parce qu'ils n'ont pas parlé des soldes de Target 2. Ils n'ont pas parlé du fait que la monnaie actuelle est en train d'entraîner à la ruine toute l'Europe du Sud, à commencer par la France, qui se désindustrialise. Ça, c'est un sujet fondamental. Effectivement, c'est un sujet difficile. On en parle de la sortie de l'euro, François Asselineau. Vous n'êtes pas le seul à porter cette revendication, d'ailleurs, Marine Le Pen, par exemple, veut sortir de l'euro. Alors ça, je connais le discours. Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Cheminade, ils sont toujours tout à fait prompts à critiquer l'euro. Mais au moment où on arrive au Rubicon, ils pêchent à la ligne. C'est-à-dire qu'ils ne décident rien. Même Madame Le Pen, aux dernières nouvelles, elle reportait, je crois, peut-être elle envisage de sortir de l'euro après les élections italiennes, c'est-à-dire en 2018. C'est-à-dire on reporte ça aux calendes. Aucun autre candidat ne propose ce que je propose moi, c'est de mettre en œuvre, quand je suis élu à l'Élysée, de mettre en œuvre l'article 50, comme viennent de le faire les Britanniques, pour sortir de l'Union européenne. Alors je sais que les Britanniques ne sont pas dans l'euro, qu'ils avaient la livre sterling, c'est une autre histoire, mais il faut sortir de cette affaire parce que sinon c'est en train de retomber dessus. Nous allons parler, François Asselineau, de vos propositions, notamment dans la deuxième partie des informés. On va parler longuement du Frexit, mais d'abord parlons de cette campagne indécise. Voilà, justement, puisque vous pensez... Non, pardonnez-moi, François Asselineau, puisque vous pensez que les électeurs sont indécis et n'arrivent pas à se décider puisqu'on n'a pas assez parlé du fond, eh bien, écoutons certains de ces électeurs indécis. On ne sait même pas s'il faut voter pour ses convictions ou voter par rapport à une probabilité de second tour qu'on voudrait éviter. Et c'est ça qui me gêne le plus. C'est pour ça que je suis indécis. Le monde politique, il va mal en ce moment. On entend tout et n'importe quoi et aller voter, oui, je vais aller voter, mais pour qui? Je suis incapable de vous dire. Je suis vraiment très indécis par rapport aux affaires Fillon qu'il y a eu. Il n'y en a aucun qui donne envie de voter pour lui. Et donc, je sais pas, on va voter blanc peut-être. Voilà, comment expliquer, comment jugez-vous ce niveau décevant, en tout cas c'est ce que pensent certains électeurs de cette campagne, Alexandra Schwarzbrod? Moi, je crois que ça va se cristalliser dans les derniers jours. Là, il y a une espèce de... Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Asselineau. On a beaucoup parlé, certes, on a beaucoup parlé des affaires, mais à juste titre. Mais on a aussi beaucoup parlé du fond, on a beaucoup parlé de l'Europe, on a beaucoup parlé de la politique étrangère, on a beaucoup parlé de l'économie. Maintenant, les journaux sont pleins des programmes de tout un tas, à la fois des tribunes, des analyses, des articles de fond. Les sites aussi, enfin, Internet est plein. Les programmes sont partout.
Et je trouve qu'au contraire, cette campagne est même très très intéressante, elle est passionnante. Et à mon avis, s'il y a un tel taux d'indécision, tellement d'un temps d'indécis, c'est que justement les électeurs sont comme le lapin devant les phares d'une voiture. Ils sont pétrifiés, et un de ceux que vous interviewez le racontait bien, entre le vote conviction, le vote utile. Comme on est assez bombardé par les sondages. D'ailleurs, on se jette tous dessus. On les critique, mais on se jette dessus. Et du coup, je pense que ça pétrifie beaucoup de monde. Qu'est-ce que je vais voter? Est-ce que c'est ma conviction ou est-ce qu'il faut être utile? Et je pense que dans les derniers jours, ça va se décider très vite, mais dans les 2-3 derniers jours. Guillaume Goubert. Je démarquais un tout petit peu de ce qu'a dit Alexandra, en ce sens que je trouve qu'effectivement on a discuté de beaucoup de choses, mais justement on a discuté de beaucoup de choses. On a parlé, mais j'y mets pas une connotation négative, de tout et de rien. Ça s'est pas cristallisé, focalisé sur un grand thème, comme je ne sais pas, la fracture sociale par exemple, avec Jacques Chirac face à Édouard Balladur en 1995. Et donc ça n'a probablement pas facilité la prise de décision par les électeurs. La deuxième chose, c'est que on est vraiment dans une situation complètement inédite et donc assez déconcertante pour l'électeur. Les grands clivages traditionnels, droite-gauche, gauche de gouvernement, droite de gouvernement, etc., sont complètement bousculés, puisqu'il n'y a qu'un seul des 4 candidats apparemment en situation de se qualifier pour le second tour, qui appartient à cette tradition-là. Donc, je trouve pas très surprenant que les électeurs aient un petit peu plus de mal que d'habitude à arrêter leur choix. On est donc face à une situation assez historique. Yves Deray, est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement de voir que les grands partis ne sont plus les seuls à pouvoir briguer la fonction suprême, que des mouvements incarnés par une personne puissent également prétendre à la victoire? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle que le système turbule un peu, et qu'il y ait des gens comme Emmanuel Macron, par exemple, qui ait amené cette part d'incertitude, finalement, qui touche un peu tous les partis. Pas forcément une mauvaise chose. Moi, l'impression que j'ai en ce moment, c'est, en fait, et même depuis quelque temps, c'est de voir des gens même qui changent d'avis. C'est-à-dire que c'est ça que je n'avais jamais vu. C'est des indécisions successives. J'ai vu des gens autour de moi qui disent je vais voter Hamon, puis non, finalement je vais voter Mélenchon, puis etc. Et un peu pareil à droite, je vais voter Macron, non, finalement je vote Fillon, etc. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Et je pense que, si vous voulez, cette indécision qui concerne visiblement un tiers des électeurs, ouais, elle est liée aussi au fait que beaucoup de gens envisagent en tout cas de voter pour la première fois pour autre chose que leur camp. Moi, c'est ça le sentiment que j'ai, des gens qui ont envie de voter pour la première fois plus à gauche, plus à droite, voire à l'extrême droite, pour la première fois voter pour Emmanuel Macron qu'on connaissait pas, etc. Et ça, je pense que ça crée de l'indécision parce que on hésite un peu à revenir finalement à un moment donné assez fondamentaux. Une campagne inédite. François Asselineau, je vous donne la parole dans un instant, juste après l'info. France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron. François Asselineau, candidat à la présidence de la République, est l'invité des informés de France Info ce soir. Nous parlons de cette campagne indécise. Vous avez créé la surprise en arrivant à obtenir les 500 parrainages nécessaires pour vous présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez, François Asselineau, qu'il faudrait revoir ce mode de parrainage et que, comme le disent certains, 11 candidats, c'est trop ? Écoutez, si 11 candidats c'est trop, 28 gouvernements au sein de la Commission européenne, c'est encore beaucoup plus, n'est-ce pas? Donc c'est assez... Oui, mais si, parce qu'en général, ce sont les mêmes qui disent qu'il faut limiter le nombre de candidats à la présidentielle parce que ce serait trop, et qui par ailleurs se font les chantres de la construction européenne, alors que je dis que c'est ingérable. Moi, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un deuxième problème qui s'est posé dans cette campagne, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de débat entre les candidats. Il y en a eu un seul, le débat avec les 11, qui d'ailleurs a beaucoup intéressé les Français. Ils ont découvert à cette occasion qu'il n'y avait pas 5 candidats, mais qu'il y en avait 11, et que parmi les 6 qui avaient été écartés de TF1, il y en avait qui avaient des choses très importantes à dire. Et d'ailleurs, depuis que j'ai participé à ce débat, moi je vois arriver beaucoup de gens chez nous qui disent « Monsieur, vous connaissez les dossiers, vous êtes quelqu'un de sérieux et vous nous dites la vérité. » Vous auriez voulu un autre débat? Oui, j'aurais voulu France 2 voulait l'organiser. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé? Il faut quand même que tous les Français le sachent. C'est-à-dire que France 2, c'est pas un problème d'agenda. C'est qu'il y aura tous les candidats qui vont être sur place et ils vont passer les uns après les autres pendant 15 minutes parce qu'en fait... parce que les équipes des candidats ont refusé parce que Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron, Monsieur Fillon, ils ont tout simplement peur
d'être confrontés aux autres. Voilà. Donc ils prennent des grandes positions, ce sont des hypocrites, ils prennent des positions comme ça, ils veulent favoriser la démocratie. En réalité, ils ont peur que moi je démasque notamment le fait que les programmes qui sont effectivement jetés en pâture à l'opinion, et l'opinion ne sait pas ce qu'il faut en penser, moi je suis là pour démasquer le fait que ces programmes sont inapplicables dans le cadre des traités européens. Simplement sur ce débat de France 2 qui est tombé à l'eau, François Asselineau, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est inquiété aussi de la date de ce débat trop proche du premier tour et donc qui n'aurait pas permis à certains candidats de répondre oui, enfin, ça ne change à des rien, accusations. Ça ne change rien au fait que, ça ne change rien au fait que Monsieur Mélenchon, Monsieur Hamon, Monsieur Fillon, en fait, prennent la poudre d'escampette. Alexandra Schwarzbrod. Oui, c'est assez. Je crois que Marine Le Pen aussi, hein, vous avez Le oublié Pen aussi, sans doute. mentionner. Oui, de toute façon, les prétendus grands candidats, qui sont surtout grands par les dossiers judiciaires qu'ils ont à leur basque, les prétendus grands candidats n'ont aucune envie d'être confrontés à un candidat comme moi, issu de la société Alors, ce civile. qui est vrai, là, c'est peut-être la seule chose sur laquelle je serais d'accord avec Monsieur Asselineau, c'est que ce débat à 11 était vraiment, je crois qu'il a en effet beaucoup intéressé les Français, parce qu'on a découvert en effet des gens qu'on ne connaissait pas. Certains se sont révélés, enfin la sortie de Poutou a un peu égayé ce débat. Et puis surtout, on a vu un peu les limites. En effet, Marine Le Pen s'est pas révélée très bonne, c'est pas une très bonne débatteuse, qui explique pourquoi elle ne tienne pas du tout à revenir débattre. François Fillon, on a bien vu, il s'est quand même trouvé très déstabilisé par différentes attaques, mais notamment par celle de Poutou. Il n'a pas du tout envie de s'y confronter à nouveau. Donc on voit bien qu'il y a plein de gens qui sont mal à l'aise, pas forcément sur des problèmes de fond comme vous semblez le dire, mais surtout par rapport à leurs difficultés personnelles. Vous prédisez, je le disais François Asselineau, une grosse surprise dimanche prochain au premier tour de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, dans le Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Luc Mélenchon se dit convaincu d'être qualifié au deuxième tour. Est-ce que ce sera lui, finalement, la surprise, Guillaume Goubert? Ça peut être la surprise, mais ce sera peut-être pas la seule surprise, et ce serait peut-être pas cette surprise-là. On est dans une situation, enfin moi je n'ai pas à souvenir d'une situation pareille où effectivement il y a une telle incertitude sur qui sera qualifié pour le second tour pour le second tour de l'élection présidentielle. Il y a pas de précédent. Bien sûr, quand il y avait eu Chirac-Balladur, mais à la limite c'était l'un ou l'autre. Je veux dire, mais la même famille politique se retrouvait au second tour. Là, véritablement, on peut imaginer beaucoup de cas de figure et notamment celui d'un second tour Le Pen-Mélenchon, et c'est quand même très impressionnant. Jean-Luc Mélenchon qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui à Toulouse, au bord de la Garonne, 70 000 personnes revendiquées en tout cas par son mouvement La France Insoumise. Yves Deray, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique, et François Asselineau le dit aussi, autour de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a une vraie dynamique autour de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je dirais qu'au fond, c'est un peu le candidat qui fait la meilleure campagne. C'est-à-dire qu'il fait la plus moderne, la plus innovante. Il y a des drôles d'idées qui nous ont paru un peu étranges avec ces histoires d'hologrammes, mais finalement, ça marche plutôt pas mal. Déjà, on a vu que sur les réseaux sociaux, avec sa propre chaîne de télévision, il fonctionnait très très bien. Et puis, on sent que l'homme est libéré, il lâche les coups, il fait des traits d'humour, c'est un très bon orateur, et donc il se révèle, mais on le savait déjà un peu, extrêmement charismatique, en ayant gommé peut-être les aspects agressifs de son charisme. Et c'est sans doute pour cela qu'il commence maintenant à ratisser un peu plus large et à sortir des 10-11% qu'il représentait. Donc en effet, il devient un candidat qui compte et qui est susceptible d'accéder au second tour. Rapidement, Alexandra Schwarzbrod. Oui, je crois qu'il a surtout su capter l'électorat, notamment les jeunes de Benoît, qui voulaient voter Benoît Hamon et qui ont été un peu, qui l'ont trouvé un peu triste, un peu techno, et qu'il a galvanisé, que Mélenchon a galvanisé. Simplement, ces jeunes-là n'ont pas pris conscience de la réalité de son programme, notamment la sortie de l'Europe, le rapprochement avec la Russie, etc. Et je pense que quand ils vont le comprendre dans les jours qui viennent, ça va peut-être un peu changer la donne. C'est pas les jeunes de Benoît Hamon seulement qui font passer de 11 à 19. Hein. Non, pas seulement. Vous le savez, Yves Deray, le président de la République François Hollande n'hésite pas à donner son avis par bribes sur cette élection présidentielle. Dans la semaine, il a critiqué le programme de Benoît Hamon, et aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en prend pour son grade. Écoutez François Hollande. Jean-Luc Mélenchon, il ne représente pas la gauche que je considère comme celle qui permet de gouverner. Et il a des facilités qui quelquefois tombent dans le simplisme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité dans les massacres chimiques
en Syrie. On ne peut pas considérer que Poutine peut faire n'importe quoi. On ne peut pas sortir de l'OTAN sans que ça ait des conséquences. On ne peut pas mettre en cause ce qu'a été la grande construction européenne, et surtout quand on se réclame de François Mitterrand. Le président de la République, François Hollande, tout à l'heure sur France 5, dans un entretien diffusé dans l'émission C'est politique. Simplement, François Asselineau, est-ce que vous vous sentez visé par les propos de François Hollande sur la Syrie, la Russie, sur l'OTAN? M. Hollande, de toute façon, est un homme tellement déconsidéré et vomi par la 96% des Français qui feraient mieux de se taire. Son candidat, c'est M. Hamon. M. Hamon est soutenu par M. Hollande et par M. Valls. Voilà. Moi, je prédis. Excusez-moi, M. Macron, j'ai fait un lapsus. M. Macron, d'ailleurs, lapsus, c'est pas exprimé clairement non plus sur ce sujet-là. Bon, d'accord, tout le monde a compris que derrière Macron, il y a Hollande, il y a Valls, etc. Et puis il y a un peu n'importe quoi. Et les 96%, je sais pas où vous les trouvez. Hein, je crois qu'il y avait quand même 4% des gens qui faisaient encore confiance à Monsieur Hollande récemment. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Les jeunes, vous savez, sont en faveur du Frexit, et c'est pour ça qu'on a énormément de jeunes qui viennent me voir. Monsieur Mélenchon, effectivement, il bat les estrades, mais son programme n'est absolument pas de sortir de l'Union européenne. Il ne l'a jamais dit. Il propose un plan A, un plan B. En fait, Monsieur Mélenchon est un politicien qui a eu son premier mandat il y a 32 ans, n'est-ce pas, qui a été ministre, qui est député européen depuis 8 ans, et en fait, il enfume les Français. C'est ça le problème. Vous êtes diplômé d'HEC, de l'ENA, oui, vous êtes haut fonctionnaire, oui, alors, vous avez été dans des cabinets ministériels. Je n'ai pas un mandat depuis 32 ans, et je n'ai pas été ministre, et je ne suis pas député européen depuis 8 ans. Et Monsieur Mélenchon ne propose absolument pas de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Il enfume. D'ailleurs, on a cru comprendre que M. Hamon, si M. Mélenchon est au deuxième tour, que M. Hamon va le soutenir. Or, M. Hamon est ultra-européiste, donc il va y avoir forcément des cocus. On a alors l'occasion de parler de votre position sur l'Europe. Je le répète encore une fois, après le journal de 20h30, on parlera du Frexit longuement dans les informés de France Info. Merci d'être avec nous. Toujours, on continue de parler de cette campagne présidentielle indécise. On va parler de François Fillon dans un instant. 20h21, l'info avec un petit peu de retard. Yasmina Adila. France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron. François Fillon fait beaucoup réagir aujourd'hui et divise jusque dans son propre camp après ses propos sur Radio J. Écoutez le candidat de la droite et du centre. Il le dit, s'il est élu, il n'exclut pas que des membres de Sens Commun, mouvement issu de la Manif pour tous, puissent faire partie du gouvernement. Le Sens Commun fait partie des hommes et des femmes qui sont des Français, fiers de leur pays, attachés à leurs traditions, qui pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et donc c'est des composantes de... Mais il pourrait y avoir des personnalités de Sens Commun au sein du gouvernement. Pourquoi pas? Non, mais c'est la question que je vous pose, justement. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, cette façon qu'ont une partie des commentateurs et des élites politiques de classer les Français et de jeter une forme de discrédit sur certains d'entre eux est insupportable. Sens Commun opposé au mariage pour tous, à l'adoption pour les couples de même sexe, à l'IVG également. Guillaume Goubert, est-ce que c'est de la pure tactique de la part de François Fillon? Oh non, je ne crois pas. Simplement, bon, il faut reprendre la scène. Je veux dire, on lui demande, est-ce qu'il pourrait y avoir des membres de Sens Commun au gouvernement? Ça lui est quand même assez difficile de dire non. Donc il dit pourquoi pas. Bon, par ailleurs... Pourquoi ça lui est difficile de dire non? Parce que Sens Commun a participé à la réussite du rassemblement de Trocadéro? Absolument, oui. Et parce que Sens Commun est une composante des Républicains. Je veux dire, c'est un mouvement politique effectivement issu de la Manif pour tous, qui a rejoint les Républicains, qui a apporté son soutien à François Fillon, qui effectivement, dit-on, a joué un rôle important dans la réussite du rassemblement du Trocadéro. Je pense que c'est pas très facile pour François Fillon de dire non, surtout pas. Par ailleurs, moi je voudrais quand même dire, quand j'entends certains commentaires, je veux dire, Sens Commun, ce sont quand même pas des nazis, ce sont quand même pas ni des factieux. Je veux dire, c'est une composante d'un parti démocrate. Ce sont eux-mêmes des démocrates. Bon, ils défendent des idées qui sont pas partagées par beaucoup de gens. Mais dit aujourd'hui, on ne peut malheureusement pas rayer d'un trait le droit à l'IVG. Ben oui, il dit ça, effectivement. Donc oui. il dit pas qu'il faut rayer d'un trait le droit à l'IVG. Il dit malheureusement pas. Il dit que ça peut pas se faire du jour au lendemain, que ça demande de la réflexion, du débat, etc. Et il y a un certain nombre de membres de Sens Commun que j'ai pu entendre qui disent, en gros, une position qui se résume ainsi.
pour la loi et contre l'avortement. C'est-à-dire que la loi est une nécessité, mais qu'on n'est pas, pour autant, on n'est pas des promoteurs de l'avortement. Jusque dans les rangs des Républicains, je le disais, ces propos ne font pas l'unanimité. Le député Dominique Bussereau dit aujourd'hui l'arrivée de Sens commun au sein du parti a été une erreur. Son entrée, sa présence au gouvernement serait une faute. Alexandra Schwarzbrod. Oui, il n'est pas le seul. Vous avez vu aussi cette très jolie réflexion d'Arnaud Robinet, le député maire de Reims, qui a dit « Je préfère le sens de l'intérêt général que le sens commun ». Voilà, ils sont très nombreux à droite à être quand même assez hostiles aux thèses de sens commun. Je pense que, alors en effet, c'est un prêté pour un rendu après le Trocadéro, parce que Sens commun a beaucoup aidé à remettre Fillon en selle. Simplement, je pense que peut-être que pour le premier tour, ça peut lui être utile de rassembler toute cette droite-là. En revanche, ça peut lui nuire gravement pour le deuxième tour, parce que s'il se trouve en compétition au deuxième tour, il va falloir qu'il rassemble derrière lui. Et là, la possibilité que Sens commun soit au gouvernement, je pense que ça peut refroidir beaucoup de gens de droite modérée. François Asselineau, quelles sont vos positions sur le mariage homosexuel, l'adoption, l'IVG? Je l'ai toujours dit, ce sont des sujets que nous ne traitons pas, qui n'est tout à fait inutile. N'apparaissent pas du tout dans votre programme. Il est tout à fait inopportun de relever ces sujets qui sont maintenant dans la société française. Moi, ce que je trouve, c'est que nous devrions nous focaliser sur l'élection présidentielle. Or, le devoir du président de la République, c'est de garantir l'indépendance nationale. Ce sont des sujets, pardon, monsieur Asselineau, là, je suis obligé de vous couper, ce sont quand même des sujets fondamentaux. Oui, mais ce sont des sujets, j'ai déjà dit que, j'ai déjà dit que je ne les remettrai pas en cause, mais ce qui est beaucoup plus fondamental encore, c'est l'indépendance nationale et l'unité nationale, qui sont dans l'article 5 de la Constitution. Et les droits des citoyens sont des sujets fondamentaux également. Oui, mais le devoir du président, ce sont des sujets qui se traitent au niveau législatif. Ça devrait faire le débat pour les élections législatives. Donc le président ne se mêle pas de ces questions. L'élection présidentielle, écoutez, je ne vais pas redire pour la troisième fois ce que j'ai dit. Ce que je voudrais dire, moi, sur M. Fillon, c'est que pendant ce temps-là, on ne parle pas de son bilan. Monsieur Fillon, c'est quand même extraordinaire. Il lance comme ça des choses qui sont des objets de diversion. Le bilan de Monsieur Fillon, il partage avec Monsieur Sarkozy le fait d'avoir fait augmenter de 1 million le nombre de chômeurs, le fait d'avoir fait augmenter la dette publique française de l'ordre de 500 milliards d'euros, et le fait également d'avoir vendu 20% de l'or des Français au plus bas. Et Monsieur Fillon est à la tête d'un parti politique qui est en faillite, avec 67 millions d'euros de dette et une situation de fonds propres négative de 29 millions d'euros. François Asselineau, ce monsieur prétend président de l'Union populaire républicaine, et ce monsieur prétend nous donner des leçons de gestion. Vous avez encore une demi-heure pour vous exprimer, François Asselineau, candidat à la présidence de la République, invité désinformé de France Info ce soir. Nous continuons de débattre dans 5 minutes. Pour l'instant, il est 20h28 sur France Info. – 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron. Et nous sommes toujours avec François Asselineau, candidat à la présidence de la République, président de l'Union populaire républicaine, Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix, et Yves Deray, rédacteur en chef du Parisien Magazine. Nous parlions dans la première partie de cette émission de la possible entrée au gouvernement, si François Fillon est élu, de membres du mouvement Sens commun, issu de la Manif pour tous. Yves Deray, vous vouliez terminer sur ce sujet? Oui, moi je suis pas du tout surpris, parce qu'en fait, on parle du Trocadéro, mais dès les primaires, Sens commun a soutenu François Fillon. Et sans doute que François Fillon ne serait plus candidat aujourd'hui sans le soutien de Sens commun, qui a été très important pour la primaire et très important au moment du Trocadéro, parce que comme on sait, il a quand même failli se retirer. Et puis après, le deuxième point qui est important, c'est qu'on a découvert un peu un François Fillon attaché à certaines valeurs qu'il a en partage avec Sens commun, notamment sur la question de l'avortement, où il a une position un peu étrange, puisqu'il dit que ses convictions personnelles le poussent plutôt à être contre l'avortement, mais qu'il n'en a jamais fait un combat politique. Alors c'est assez étrange parfois, quand même, d'avoir des convictions fortes et de ne pas les défendre politiquement pendant toute une vie politique. Mais c'est ainsi. Donc voilà, il y a cette proximité, je pense, qui aujourd'hui apparaît au grand jour. Pour la première fois aujourd'hui, un chef de l'État français a participé aux commémorations d'un épisode longtemps oublié, ignoré de la Première Guerre mondiale, la bataille du Chemin des Dames. 350 000 soldats français et allemands tués sur le champ de bataille. François Hollande était donc aujourd'hui dans l'Aisne pour le centenaire de cette bataille et le président de la République a mis en garde, écoutez, ceux qui veulent démanteler l'Europe. Aujourd'hui, que l'Europe a su nous prémunir de la guerre et des conflits, préservons-la plutôt que de vouloir en faire le bouc émissaire de nos renoncements.
Nous repensons aux institutions et aux actes qui ont garanti la paix depuis 70 ans. Les Nations Unies qu'il nous faut encore défendre, l'Europe unie qu'il nous faut encore promouvoir et le couple franco-allemand qu'il nous faut encore rapprocher et chérir. François Asselineau, vous vous présentez comme le candidat du Frexit, le seul d'ailleurs candidat du Frexit. Comment faites-vous, si vous êtes élu, pour préserver la paix et la stabilité sans l'Union européenne ? Mais l'Union européenne n'a absolument pas préservé la paix en Europe. Ça fait partie de la propagande. Je rappelle qu'en 1953, lorsqu'il y a eu la révolution à Berlin qui a été écrasée par les soviétiques, s'il n'y a pas eu la guerre, c'était pas grâce au marché commun, il n'existait pas. Pareil en 1956 en Hongrie. Ce qui a préservé la paix en Europe, ça ne sont pas les directives sur le beurre de cacao ou sur les sièges de tracteurs de la Commission européenne, c'est l'équilibre de la terreur entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. À notre époque, il y a des risques de guerre, mais pas entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne est un pays très vieillissant. Les risques de guerre, c'est avec les pays du Sud. On voit que la situation évolue très vite avec l'élection de Donald Trump, par exemple, aux États-Unis. On va en parler. C'est avec les pays du Sud, c'est avec les pays du Moyen-Orient. Moi, je suis un homme de paix, et donc ce que je veux, et là, je serai d'accord avec ce qu'a dit François Hollande uniquement à la fin, il faut revaloriser l'Organisation des Nations Unies. Il faut revaloriser le droit international en toutes circonstances, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand moi je m'exprime, je suis le seul candidat à parler devant le drapeau de la République française, flanqué du drapeau de l'ONU et aussi du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que si on ne respecte pas le droit international, si un État, aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, mais peut-être demain un jour la Russie ou après-demain la Chine, si un État se permet de décider par lui-même, en violant le Conseil de sécurité des Nations Unies, où est-ce qu'il va intervenir, à ce moment-là, c'est la loi de la jungle et on est parti pour une guerre mondiale. Alexandra Schwarzbrod, l'Union européenne n'y est pour rien dans la stabilité, la paix depuis 70 ans. Là, vous êtes dans le monde des bisounours, monsieur Asselineau, excusez-moi de vous le dire, parce que vous avez bien vu les Nations Unies, qu'ont pu faire les Nations Unies en Syrie. Rien. C'est absolument... Donc c'est comme Jean-Luc Mélenchon qui veut faire sa grande conférence pour la paix. Il suffit qu'on s'assoie tous autour d'une table, qu'on se prenne par la main, qu'on s'embrasse et ce sera la paix et fini la guerre. Non, malheureusement, l'histoire a montré que ça ne se passait pas comme ça. Et je pense en effet que ce qu'a dit François Hollande est tout à fait juste, que c'est grâce à l'Europe, à la construction européenne, que nous vivons, nous avons évité des guerres depuis 70 ans. Et le monde est tellement... Vous avez parlé du pacte de Varsovie, du rapport de force entre pacte de Varsovie et OTAN. Alors d'abord, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, mais là on voit bien qu'il y a à nouveau une Russie qui se veut très puissante et qui veut avoir beaucoup d'influence sur le reste de l'Europe. Et je pense que ce serait extrêmement dangereux de mettre ça à mal. Guillaume Goubert, sur le Frexit, sur le démantèlement de l'Union européenne. Moi, j'ai quand même du mal à croire que la construction européenne n'est pour rien dans la réconciliation franco-allemande. Je pense quand même que ce processus a permis à ces deux pays d'apprendre à travailler ensemble, à se connaître comme jamais auparavant, et que ça a été un élément majeur, sans doute pas le seul, mais un élément majeur, effectivement, de l'absence de conflit dans cette partie du monde depuis 70 ans. Et donc, l'idée de mettre fin à cela me préoccupe énormément. Yves Deray ? Je vais vous laisser répondre après François Asselineau. Un peu l'Europe a une grande famille. Il y a le couple franco-allemand qui dirige un peu cette famille. Sans doute qu'il n'a pas suffisamment montré le bon chemin. On n'a toujours pas d'Europe de la défense, alors que effectivement le monde est de plus en plus dangereux, qu'on voit bien des grands ensembles se constituer avec des chefs d'État comme Donald Trump aujourd'hui, la Chine qui doit intervenir, mais on en parlera peut-être sur la Corée du Nord, etc. Donc on voit bien qu'il y a des grands ensembles, et je ne vois pas très bien face à ces grands ensembles qui se constituent comment nous, Français, on déciderait de casser la machine. Donc je pense qu'en effet, tout ne va pas parfaitement dans l'ensemble qu'est l'Europe, mais au contraire, il faut la renforcer plutôt que de la quitter. François Asselineau, sur le fait de préserver un bloc
puissant face aux États-Unis, entre les États-Unis et la Russie. Mais l'Europe n'est pas un bloc puissant face aux États-Unis. L'Europe est le vassal et l'Europe est la vassale des États-Unis. Pourquoi ne pas renforcer l'Europe? L'article 42 du traité de l'Union européenne qui nous place sous la tutelle de l'OTAN. Sortir de l'Union européenne, ça n'est pas sortir du tout. C'est rester dans l'ONU, c'est rester dans le Conseil de l'Europe, c'est conserver 6650 traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux qui nous permettent de rester en contact avec le reste du monde. Et puis au sujet de la guerre, vous vous rappelez ce qu'avait dit François Mitterrand quelques semaines avant de mourir? Il avait dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est une guerre nouvelle, une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » C'est dans le livre, c'est le dernier Mitterrand paru en 97. Vous pensez que c'est en démantelant l'Union européenne qu'on arrivera à résister aux États-Unis? Mais l'Europe n'a jamais voulu résister aux États-Unis. Non, mais c'est le seul outil qui est à notre disposition pour y parvenir. Les guerres d'aujourd'hui entre les puissances développées sont des guerres d'un genre nouveau, des guerres sur la désinformation, la manipulation de l'information, des guerres monétaires, des guerres sur les dettes. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est sur le pourtour des pays très développés qu'il y a encore les guerres létales avec du type de celles qu'on a connues depuis la guerre de 30 ans. Asselineau, on continue de parler de votre projet, de votre volonté de Frexit, de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, juste après l'info à 20h41. France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron. François Asselineau, contrairement à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, même Nicolas Dupont-Aignan qui veulent renégocier les traités, vous proposez une sortie nette, rapide de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN qui impliquerait donc un retour au franc en quelques mois. Est-ce que, avant que vous nous exposiez votre point de vue, est-ce que simplement, Yves Derey, ça vous paraît réaliste de revenir au franc ? Écoutez, revenir au franc, on a quand même le sentiment qu'on risquerait un appauvrissement brutal, avec sans doute des attaques contre cette nouvelle monnaie, des risques d'inflation. Je crois que et tout à l'heure vous expliquiez, Monsieur Asselineau, que certains candidats qui disaient vouloir sortir de l'euro, comme Marine Le Pen notamment, mais d'une certaine manière aussi Nicolas Dupont-Aignan, qui a quelques états d'âme vis-à-vis de la monnaie européenne, on fait un peu marche arrière. Et on fait un peu marche arrière parce qu'en avançant et en mettant leurs propositions face à une certaine réalité économique, ils se sont rendus compte quand même que ça ferait courir beaucoup de risques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décider comme ça, tout seul dans notre coin. Voilà, on est artisan de l'Europe, on est artisan de l'euro, on est des principaux artisans de l'euro. On a sans doute résisté aussi à la crise économique de 2008 grâce à cette monnaie-là. On ne peut pas comme ça passer tout ça par perte et profit aussi vite. Les enquêtes d'opinion qu'on peut contester, François Asselineau, la plupart des Français, 3/4 des Français selon une enquête ELAB récente, sont contre le retour au franc, notamment parce que ça augmenterait le prix des produits importés. Guillaume Goubert. Moi, une question que je me pose et que je pose à Monsieur Asselineau, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la dette de la France, qui est libellée en euros et qui est pour une très grande part détenue par des acteurs étrangers. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Comment on fait face à une charge pareille si on repasse au franc? Voilà. François Asselineau. Alors pour répondre tout de suite à cette question, c'est une objection classique. Je vous rassure tout de suite, puisque 98% de la dette publique est libellée en droit français pour de la dette publique, et pour la dette privée, c'est à 99%. Donc il y a un principe général du droit international qui s'appelle la lex monetae. On remboursera dans la monnaie ayant cours légal, c'est-à-dire en francs. Dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on n'ait plus besoin d'emprunter d'argent à l'avenir. Non, mais écoutez, la même chose. Nos partenaires n'ont pas très envie de nous prêter de l'argent. Écoutez, regardez, ça s'est exactement passé de la même façon. Il y avait des gens qui avaient prêté de l'argent à l'Allemagne dans les années 90 en Deutschmark, et puis ils ont été remboursés en euros. Voilà. Or, a priori, le Deutschmark était la monnaie la plus solide du monde. Ils pouvaient avoir des doutes légitimes sur l'euro. Ils n'ont rien pu faire parce que c'était en droit allemand. Donc, de la même façon, il y aura absolument aucun problème. Ce qui est vrai, c'est que le franc se dépréciera. Mais dire qu'il n'y a aucun problème, j'ai du mal à non, mais moi, je vous le dis, il n'y a eu aucun problème lorsqu'on est passé du franc et de marque à l'euro. En matière de dette publique, ça a été des transferts qui ont été exactement avec le taux de conversion. Moi, ce qui est vrai, c'est que si on crée un nouveau franc, on va avoir une dépréciation de ce franc de l'ordre à peu près entre 6 et 15%, disons une moyenne de l'ordre de 10% vis-à-vis du dollar. Ça, c'est vrai. Et alors? L'euro s'est déprécié de 25% par rapport au dollar au cours des 3 dernières années. Il y a en 2014, un euro valait $1,39. Maintenant, un euro vaut $1,06. On n'en a pas fait toute une affaire. Non, mais on avait
trop fort qui nous empêchait d'exporter. Mais actuellement, nous avons encore une monnaie beaucoup trop forte. Il faut bien que les Français comprennent que si nous avons tant de chômage en France, et si ce chômage ne fait qu'augmenter, et si la situation est pire encore en Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal, c'est d'abord et avant tout à cause de l'euro. Parce que nous ne pouvons pas, sur de longues périodes, avoir la même monnaie que les Allemands. C'est ça le problème de fond. Nous n'avons pas la même évolution de la compétitivité. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que les gens qui me disent, vous vous rendez compte si on sort de l'euro, moi je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste? Parce qu'actuellement, il y a une évolution divergente des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro. La Bundesbank suit ça de très très près. Ils sont alarmés, les Allemands. Ils ont maintenant 829 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud. Ils ne savent pas comment gérer cette affaire. Alexandra Schwarzbrod, sur la sortie de l'euro, pour conclure. Bon, moi, je reste assez calme parce qu'il y a les discours des candidats et il y a les discours quand on arrive aux affaires. Regardez Donald Trump qui voulait qui avait dit l'OTAN terminé, je ne veux plus en entendre parler. Et vous avez vu la semaine dernière, il a déjeuné avec le secrétaire général de l'OTAN et à la fin, ils se tapaient sur l'épaule l'un de l'autre et il n'était plus du tout question de sortir de l'OTAN. Donc je pense qu'il y a un principe de réalité et que ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir le choc de la réalité. Vous parlez justement, Alexandra Schwarzbrod, de Donald Trump. L'actualité de cette fin de semaine, ce sont aussi ces tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Jeudi, le président américain affirme vouloir traiter le problème nord-coréen. Il envoie des navires militaires vers la péninsule de Corée. Le numéro 2 du régime nord-coréen, hier, promet que son pays est prêt à répliquer à toute attaque nucléaire par une autre attaque nucléaire. Et aujourd'hui, on apprend qu'un tir de missile nord-coréen a échoué. Le missile aurait explosé quelques secondes seulement après son lancement. Ça s'est passé juste avant l'arrivée en Corée du Sud, à Séoul, du vice-président américain Mike Pence. François Asselineau, on sait que vous êtes anti-américaniste. Qui provoque qui dans cette affaire? Alors d'abord, je ne suis pas anti-américain. Dans notre mouvement politique, on a plus de 70 adhérents qui sont des expatriés qui vivent depuis des années aux États-Unis et qui approuvent les positions de notre mouvement et mes analyses. Et d'ailleurs, il y a aux États-Unis même beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement américain. Simplement pour clarifier votre position, vous avez parfois tendance à apporter des thèses conspirationnistes aussi sur la mainmise de la CIA, notamment dans l'Union européenne. Vous parlez beaucoup de ces thèmes-là. C'est vos thèmes de prédilection, simplement. Non, lorsque François Mitterrand dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas, les États-Unis veulent un pouvoir sans partage sur le monde », ça veut donc dire que François Mitterrand était conspirationniste. Lorsque M. Hollande nous explique, voici 2 ans, on apprend qu'il est écouté par la CIA, toutes ces conversations privées, M. Hollande est conspirationniste. C'est bien de ça qu'il s'agit. Alors mettons-le sur la table. C'est-à-dire que critiquer les États-Unis dans les grands médias français, c'est immédiatement être conspirationniste. C'est bien de ça. Je vous pose la question, qui provoque qui dans cette affaire entre les États-Unis et la Corée du Nord? Sur l'affaire de la Corée du Nord, nous devrions encore une fois respecter le droit international et s'inspirer de la sagesse des Chinois. Il y a actuellement une grande puissance régionale qui s'appelle la République populaire de Chine qui essaye de calmer le jeu de ce régime de Corée du Nord, qui est un régime fantasque, c'est le moins que l'on puisse dire, et qui est un régime dictatorial. Tout le monde le sait. Je ne suis pas sûr que ce soit les États-Unis qui, en s'agitant à côté, soient à même de calmer le jeu. Voilà ce que je pense. Revenons à l'Organisation des Nations Unies. Yves Deray. Écoutez, j'ai l'impression que M. Asselineau met quasiment sur le même plan une grande démocratie malgré tout, qui est l'Amérique, et puis cette dictature fantasque, plus que fantasque quand même, qui est la Corée du Nord. Donc oui, c'est un peu light quand même, parce qu'il y a quand même des assassinats sommaires, il n'y a pas de liberté. Les drones de M. Obama, c'est pas mal. Voilà, donc vous mettez Obama effectivement et le président coréen sur le même plan. Moi, non, je ne mets pas M. Obama sur. Non, je ne mets pas. Non, d'ailleurs, je pense que vous considérez M. Obama comme plus dangereux, sans doute, que le président coréen. Moi, j'avoue que je suis un peu affligé, mais on ne peut pas nier quand même. Mais pourquoi est-ce que vous caricaturez systématiquement mes propos? Et d'ailleurs, comment se fait-il que tous les journalistes soient contre moi systématiquement? Mais non, c'est quand même contre vous, monsieur Asselineau. Je dis qu'il faut faire respecter le droit international, et on m'explique que ça n'est pas vrai. Madame, tout à l'heure, m'a dit non, en fait, c'est normal qu'on intervienne et qu'on viole le droit international, sinon je serais un bisounours. Mais est-ce que vous vous rendez compte?
Alexandra Schwarzbrod. Si, elle m'a traité de bisounours parce que je voulais faire respecter le droit international. Alexandra Schwarzbrod n'a jamais affirmé que c'était normal de violer le droit international. Est-ce que vous vous rendez compte de ce vers quoi on va si on commence à avaliser systématiquement le droit de violer le droit international? Non, mais je crois que Donald Trump a demandé à la Chine d'intervenir pacifiquement pour essayer de faire en sorte que la Corée du Nord ne dérape pas. Donc vous voyez que même Donald Trump, comme le disait tout à l'heure Alexandra Schwarzbrod, est capable de se montrer plus raisonnable, et tant mieux, parce que c'est vrai qu'on avait le sentiment comme ça, qu'un face-à-face entre deux puissances nucléaires, avec le président coréen Kim Jong-un et puis de l'autre côté Donald Trump, l'escalade pouvait quand même être très 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 inquiétante. Le débat continue. Voilà. Yves Deray, dans les informés de France Info, décidément on a toujours un peu de retard pour l'info. Yasmina Adila, 20h51. France Info. 20h, 21h, les informés, Simon Le Baron. François Asselineau, d'un mot, puisque nous parlons des velléités nucléaires de la Corée du Nord, de Donald Trump qui montre les muscles aussi des États-Unis. Vous dites dans votre programme vouloir sanctuariser le territoire français par la force de frappe nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire maintenir en état ce qui existe actuellement. Mais ce que je voudrais, c'est revenir à la conception gaullienne de la diplomatie, c'est-à-dire une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'ennemis préalablement désignés. Et c'est la raison pour laquelle je veux sortir de l'OTAN, parce que l'OTAN est en train de nous entraîner vers ce que les néo-conservateurs américains appellent le choc des civilisations. Moi, je veux qu'on arrive à la concorde des civilisations. Je veux que l'on favorise le développement, notamment des pays du sud de la Méditerranée, parce que c'est important, parce qu'il faut stabiliser le monde, et parce que je ne veux pas appartenir à un bloc qui, sous couvert d'assurer la paix, est en train de nous entraîner vers des conflits, vers la Russie ou vers le monde arabo-musulman. Guillaume Goubert. Moi, je pense qu'on est actuellement dans une situation qui est assez dangereuse, et je pense que je me demande quelle est la répartition des rôles entre les États-Unis et la Chine. J'espère, mais j'en suis pas sûr, qu'on est un peu dans le schéma, pardonnez-moi de parler anglais, good cop, bad cop, gentil policier, méchant policier, où Donald Trump joue le rôle du méchant qui menace, tandis que la Chine, elle, s'emploierait à essayer de ramener à la raison cet homme très préoccupant qu'est Kim Jong-un. Aujourd'hui, pour préciser Guillaume Goubert, le vice-président américain Mike Pence, en déplacement à Séoul en Corée du Sud, dit qu'il y a un consensus mondial, y compris avec la Chine, pour mettre fin pacifiquement à la situation en Corée du Nord. Effectivement, là, actuellement, enfin en tout cas de ces dernières heures, la communication entre la Chine et les États-Unis semble, vue de l'extérieur, semble bien exister, et c'est une bonne chose. Alexandra Schwarzbrod. Oui, tout ce qui vient de se passer depuis 15 jours, 3 semaines au niveau international semble montrer quand même une chose, et c'est une mini lueur d'espoir dans cet océan de tragédie, que apparemment, quand même, à Washington, l'entourage de Donald Trump, et notamment l'entourage militaire, mais aussi Rex Tillerson, qui est son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ont l'air de reprendre un peu la main et de calmer un peu son côté un peu imprévisible. Et donc, ça se voit dans la Syrie. Il a un peu calmé le jeu après la première frappe. Et là, on le sent un petit peu plus calme qu'il ne l'a été, en tout cas oralement dans le discours. Donc manifestement, il est pas sous contrôle, mais bon, il semblerait quand même que certains autour de lui essayent de lui faire entendre une voix lui faire prendre une voix un peu plus raisonnable. François Asselineau, Donald Trump apaise la situation, c'est votre sentiment aussi Apaise la situation en allant bombarder la Syrie. Non, mais quand même un petit peu et moins velléitaire en tout cas. Voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est un individu un petit peu fantasque qui s'est fait élire sur un programme et qui maintenant donc Donald Trump est fantasque, Kim Jong-un oui, est fantasque aussi. Malheureusement, vous savez, avoir un chef d'État, les Français devraient se poser cette question d'ailleurs dimanche prochain. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui doit être un arbitre au-dessus des partis. C'est pas un extrême. Ça doit être quelqu'un qui doit avoir de l'expérience et du sang-froid.
Voilà. Il se trouve que pour ce qui me concerne, je vais me faire un petit peu de publicité. J'ai de l'expérience. J'ai été pendant 4 ans dans les cabinets ministériels. J'ai accompagné notamment Jacques Chirac et j'ai rencontré beaucoup de grands de ce monde et j'ai du sang-froid et du courage. Et je me permets d'insister sur le fait que la maturité venant, je crois qu'il faut vraiment insister sur l'importance du droit international et qu'aucun État n'a le droit de se faire justice lui-même. Pour conclure, François Asselineau, il nous reste 1 minute et puisqu'on est à tout juste une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, revenons à cette élection. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes sur une bonne dynamique comme Jean-Luc Mélenchon et que vous pouvez créer la surprise? Oui, je pense que je vais faire un bon score parce que et pas les 0, et quelques que l'on m'attribue, parce que quand je fais des réunions publiques, il y a beaucoup de monde, que je fais des réunions où je suis un petit peu bavard, elles durent parfois comme hier à Marseille, ça a duré pendant 3h30, eh bien il y a toujours beaucoup de monde à la fin et puis une grande ferveur. Et puis quand je vais sur Internet, je vois que la chaîne YouTube Union Populaire Républicaine, elle est à 11 500 000 vues, alors que celle de M. Macron, par exemple, est à 1 500 000 vues. Si je prends simplement au dernier résultat régional de 2015, 0,87% au plan national. Oui, 0,9% au plan national, mais c'était il y a 2 ans, et puis surtout, personne ne me connaissait. Et il y avait peut-être 2-3%, et faire près de 1% du suffrage, si 2% des Français vous connaissent, c'est beaucoup. Merci beaucoup, François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine et candidat à la présidence de la République. Merci Alexandra Schwartzbrod de Libération, Guillaume Goubert de La Croix et Yves Deray du Parisien Magazine. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis, écoutés et regardés dans Les Informés de France Info, la radio et la télé. Les Informés reviennent demain à 20h avec Jean-Mathieu Pernin. Bonne soirée à tous, 20h58.